Il y a des morts que personne ne pleure publiquement. Des morts sans drame visible, sans explosion, sans sang dans les rues. Des morts qui surviennent dans des chambres d'hôpital, derrière des portes closes, avec un médecin qui regarde un écran et ne comprend pas encore ce qu'il voit. 2000 personnes, 2000 vies qui s'éteignent avec, dans leur sang, une molécule que quelqu'un, quelque part, avait décidé de laisser circuler. C'est pas par négligence. Imagine un laboratoire au cœur de la République française. Pas une officine clandestine. Pas un réseau criminel opérant dans l'ombre des marchés noirs. Un empire pharmaceutique respectable, décoré, salué, reçu dans les ministères. Des couloirs de marbre, des chercheurs en blouse blanche, des dossiers empilés avec soin. Et au centre de tout cela, une décision prise en silence, sans procès verbal, sans témoin officiel. La décision de savoir et de continuer quand même. Pendant 30 ans, le Mediator a circulé dans les pharmacies françaises comme un médicament anodin. Les médecins le prescrivaient, les patients le prenaient, les caisses d'assurance maladie le remboursaient. Pendant 30 ans, des valves cardiaques se déformaient, des poumons se raidissaient, des cœurs lâchaient dans des corps qui n'auraient jamais dû tomber. Et pendant 30 ans, les rapports d'alerte dormaient dans des tiroirs. Les signaux d'alarme étaient étouffés. Et les profits, eux, continuaient d'affluer, réguliers et ponctuels, comme une respiration mécanique. Et puis il y a eu une femme, une pneumologue de Brest, dans un hôpital de province, qui a regardé ses patients autrement, qui a posé des questions que personne ne posait, qui a refusé les réponses qu'on lui tendait. Irène Frachon n'avait pas d'armée, pas de réseau politique, pas de fortune. Elle avait ses données, sa conviction et une obstination que ni les menaces juridiques ni l'isolement scientifique n'ont réussi à briser. Elle a tiré un fil. Et derrière ce fil, il y avait un système entier qui allait s'effondrer. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une histoire du passé. C'est l'anatomie d'un mensonge organisé, construit pierre par pierre, protégé par les institutions mêmes qui auraient dû l'arrêter. C'est le portrait d'une France où le prix d'une vie humaine a été calculé, comparé à celui d'un brevet, et jugé acceptable à perdre. 180 millions d'euros d'amende pour 2000 morts. Le calcul était simple, et c'est précisément cela qui est insupportable. 2000. Répète ce chiffre lentement. 2000 personnes qui se sont levées un matin comme toi, qui ont avalé un comprimé prescrit par leur médecin, qui ont fait confiance au système de santé le plus sophistiqué d'Europe, et qui sont mortes à cause de cette confiance. Pas d'un virus inconnu, pas d'une maladie orpheline sans traitement, pas d'un accident de la route ou d'un destin cruel et imprévisible. 2000 morts causées par un médicament que l'État remboursait, que les pharmacies délivraient sans sourciller, et qu'un laboratoire français continuait de vendre en sachant ce qu'il savait. 2000. Et ce chiffre, certains experts le considèrent encore comme une estimation basse. Le Mediator a été mis sur le marché français en 1976. À l'époque, il était présenté comme un médicament destiné aux diabétiques en surpoids. Une molécule douce censée aider à réguler la glycémie tout en favorisant une légère perte de poids. Son nom commercial sonnait propre, presque rassurant. Mediator, comme un médiateur. Quelque chose qui s'interpose, qui régule, qui apaise. Pendant des années, des millions de Français l'ont pris sans se poser de questions, parce que leur médecin le leur avait prescrit, parce qu'il était remboursé par la sécurité sociale, et parce que rien dans son emballage ne laissait imaginer ce qui se passait réellement à l'intérieur de leur corps. Mais voici ce que le nom ne disait pas. La molécule active du Mediator s'appelle le benfluorex. Et le benfluorex appartient à une famille chimique très particulière, celle des fenfluramines. Ce nom ne t'est peut-être pas familier, mais il devrait l'être. Les fenfluramines sont des dérivés d'amphétamine, des substances connues pour leurs effets puissants sur le système nerveux central et sur le cœur. Dans les années 90, deux médicaments de la même famille, la fenfluramine et la dexfenfluramine, avaient été retirés du marché mondial après avoir causé des valvulopathies cardiaques graves et de l'hypertension artérielle pulmonaire chez des milliers de patients. Le signal était clair, documenté, international. Et pourtant, le Mediator, chimiquement cousin de ces molécules retirées, continuait à être vendu en France. Garde cette question en tête, parce que la réponse est au cœur de tout ce qui suit. La valvulopathie cardiaque est une maladie silencieuse et cruelle.
Elle attaque les valves du cœur, ces petits clapets qui régulent le flux du sang à l'intérieur de l'organe. Quand elles sont endommagées, elles ne se ferment plus correctement. Le sang reflue là où il ne devrait pas aller, et le cœur doit travailler 2 fois plus pour compenser. Au début, le patient ne sent presque rien. Une légère fatigue peut-être, un essoufflement à l'effort. Rien d'alarmant pour quelqu'un qui a quelques kilos en trop et qui prend un médicament pour le diabète. Et puis un jour, l'échocardiographie révèle l'étendue des dégâts. Et il est souvent trop tard pour réparer ce que des années de traitement ont abîmé. Certains patients ont survécu après des opérations à cœur ouvert. D'autres n'ont pas eu cette chance. Pourquoi le Mediator a-t-il continué à circuler aussi longtemps ? C'est la question que des journalistes, des chercheurs et des juges ont passé des années à démêler. Et la réponse n'est pas simple, parce qu'elle ne repose pas sur un seul coupable, un seul moment de défaillance, un seul document compromettant. Elle repose sur un système dans lequel le laboratoire Servier, fabricant du Mediator, a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour retarder, minimiser et contester les preuves qui s'accumulaient contre sa molécule. Un système dans lequel les agences de régulation ont reçu des signaux d'alarme et ne les ont pas traités avec l'urgence qu'ils méritaient. Un système dans lequel des médecins prescrivaient un médicament hors de son indication officielle, comme coupe-faim pour des patients simplement en surpoids, sans que personne ne tire vraiment la sonnette d'alarme à l'échelle nationale. Il faut comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé pour mesurer le scandale dans toute son horreur tranquille. Entre 5 millions et 5 500 000 personnes ont pris du Mediator en France, entre 1976 et 2009, année de son retrait définitif du marché. 5 millions de personnes exposées à une molécule dont les effets cardiaques étaient connus, documentés, signalés. Et parmi elles, selon les estimations des chercheurs qui ont travaillé sur le dossier, entre 1500 et 2000 sont mortes directement à cause de ce traitement. Des femmes en grande majorité. Des femmes qui voulaient perdre du poids, qui avaient confiance en leur médecin, qui ne savaient d'ailleurs pas que le comprimé qu'elles avalaient chaque matin était en train d'endommager leur cœur de façon irréversible. Détestent un instant l'idée que tout cela aurait pu être évité. Parce que c'est la vérité, et elle est difficile à supporter. Dès les années 90, des études publiées dans des revues médicales internationales faisaient le lien entre les fenfluramines et les lésions cardiaques. Des médecins avaient remonté des cas suspects aux autorités sanitaires. Des pays européens avaient commencé à restreindre ou retirer des molécules de la même famille. L'Espagne avait retiré le Mediator de son marché dès 1998. L'Italie avait fait de même. La plupart des pays du monde n'avaient jamais accordé d'autorisation à cette molécule. La France, elle, a attendu 2009, 11 ans après l'Espagne, 33 ans après la mise sur le marché. Et pendant ces 33 ans, le Mediator a généré des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour le laboratoire Servier. Voilà le paradoxe fondamental de cette histoire. Le Mediator n'était pas un médicament révolutionnaire dont on ignorait les risques. Ce n'était pas une thérapie innovante aux effets secondaires découverts trop tard, après des années de recherche de bonne foi. C'était une molécule dont la dangerosité était lisible dans la littérature scientifique internationale, dont les cousines chimiques avaient été retirées du marché mondial, et qui continuait à être prescrite en France à des millions de patients parce que personne, dans la chaîne de responsabilité, n'a décidé d'arrêter la machine. Ou plutôt, et c'est là que tout devient vertigineux, parce que certains ont décidé de ne pas l'arrêter. Garde cette distinction en mémoire. Elle fera toute la différence quand viendra l'heure du jugement. Ce n'est pas une histoire de incomprise, ce n'est pas une tragédie inévitable, c'est le récit d'un choix, répété, prolongé, défendu. Et quelque part dans ce récit, il y a des noms, des réunions, des notes internes, des décisions prises derrière des portes fermées. Il y a une femme dans un hôpital de Brest qui a regardé ses patients et refusé d'accepter les explications qu'on lui donnait. Il y a un procès qui a duré des années et une amende qui a fait la une des journaux. Mais avant tout cela, il y a 2000 vies. Et elle mérite qu'on raconte cette histoire jusqu'au bout. Il existe une technique très ancienne dans le monde de la chimie pharmaceutique. Elle n'a pas de nom officiel, mais les initiés la connaissent très bien. Elle consiste à prendre une molécule dangereuse, à lui ajouter un groupement chimique supplémentaire, à changer légèrement sa structure,
et à la présenter ensuite comme une substance entièrement nouvelle, sans lien avec son ancêtre problématique. Sur le papier, la molécule est différente. Dans le corps humain, elle se comporte presque exactement de la même façon. C'est ce qu'on appelle, dans les cercles scientifiques, un métabolite actif. Et c'est précisément ce que le benfluorex, la molécule active du Mediator, a été conçu pour être. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à la famille chimique des fenfluramines. Dans les années 60 et 70, ces dérivés d'amphétamine ont été commercialisés comme coupe-faim puissants dans de nombreux pays. Ils agissent sur le système sérotoninergique du cerveau, réduisent l'appétit et produisent une perte de poids mesurable. Le problème, c'est qu'ils agissent aussi sur le cœur et sur les vaisseaux pulmonaires d'une façon que personne ne comprenait encore entièrement à l'époque. Dans les années 90, des études américaines et européennes ont établi un lien direct entre la prise de fenfluramine et de dexfenfluramine et l'apparition de valvulopathie cardiaque grave et d'hypertension artérielle pulmonaire. En 1997, ces deux molécules ont été retirées du marché mondial. La famille des fenfluramines était officiellement condamnée. Sauf que le benfluorex, lui, est resté. Et voici pourquoi cette décision est au cœur du scandale. Le benfluorex se métabolise dans l'organisme humain pour produire de la norphenfluramine. La norphenfluramine est le métabolite actif commun à toutes les fenfluramines. C'est elle qui agit sur les récepteurs du cœur. C'est elle qui endommage les valves. C'est elle qui provoque les lésions pulmonaires. Quand tu avalais un comprimé de Mediator, ton foie le transformait en norphenfluramine. Et ton corps recevait exactement la même substance active que si tu avais pris l'une des molécules retirées du marché en 1997. La différence entre le benfluorex et ses cousines retirées n'existait que sur le papier, dans des dossiers d'autorisation de mise sur le marché rédigés avec soin. Dans ton sang, dans ton cœur, dans tes poumons, il n'y avait aucune différence. Maintenant, pose-toi la question suivante. Est-ce que Servier le savait ? Les documents internes du laboratoire, examinés pendant l'instruction judiciaire, suggèrent que oui. Des études de métabolisme avaient été réalisées dès les années 70 et 80, qui montraient la transformation du benfluorex en norphenfluramine dans l'organisme. Des chercheurs du laboratoire avaient connaissance de cette voie métabolique. Et pourtant, quand les fenfluramines ont été retirées du marché mondial en 1997, Servier a maintenu que le Mediator était une molécule différente, sans rapport chimique pertinent avec les substances condamnées. C'était une affirmation que la biochimie contredisait directement. Mais elle a suffi à convaincre les autorités françaises de laisser le médicament sur le marché. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette stratégie quand on la regarde de près. Elle repose sur une ambiguïté chimique réelle, mais exploitée de façon délibérée. Le benfluorex est effectivement une molécule distincte des fenfluramines sur le plan de sa structure de départ. Sa formule chimique est différente, son brevet est différent, son dossier d'autorisation est différent. Servier pouvait donc, en toute apparence de légalité scientifique, soutenir que ces dossiers ne concernaient pas les molécules retirées du marché. Mais cette distinction s'effaçait entièrement dès que la molécule entrait dans le corps humain et subissait le processus de métabolisation. C'était une frontière chimique qui existait dans les laboratoires et disparaissait dans les organismes vivants. Et c'est sur cette frontière fragile que le laboratoire a construit 30 ans de défense. Mais la stratégie de camouflage ne s'arrêtait pas à la chimie. Elle portait aussi sur l'indication thérapeutique officielle du médicament. Le Mediator avait été autorisé comme adjuvant du régime chez le diabétique en surpoids. Cette indication très spécifique limitait théoriquement sa prescription à une population restreinte et définie. Elle permettait également de le positionner loin du marché des coupes-faim, un marché surveillé de plus près par les autorités sanitaires depuis les scandales des fenfluramines. Sur le plan réglementaire, le Mediator n'était pas un coupe-faim, il était un médicament pour diabétiques. Cette distinction, là encore purement administrative, avait des conséquences concrètes considérables. Elle évitait aux produits d'être soumis aux mêmes procédures de révision que les autres anorexigènes, et elle brouillait la surveillance épidémiologique de ses effets indésirables. La réalité de son utilisation était pourtant tout autre.
Des études menées après le retrait du Mediator ont montré qu'une large majorité de ces prescriptions, certaines estimations parlent de plus de 80%, concernaient entre des patients non diabétiques, simplement en surpoids, qui prenaient le médicament comme coupe-faim. Des femmes, principalement, entre 40 et 60 ans, qui voulaient perdre quelques kilos et à qui leur médecin prescrivait ce comprimé présenté comme bien toléré et efficace. Ces patients n'auraient jamais dû recevoir ce traitement selon son autorisation officielle. Mais personne dans le système n'avait mis en place de mécanisme efficace pour contrôler ces prescriptions hors indication. Et Servier, qui connaissait parfaitement la réalité de l'usage de son produit, n'a jamais rien fait pour l'alerter. C'est ici que tout devient particulièrement accablant. Un laboratoire pharmaceutique est censé surveiller en permanence l'utilisation de ces médicaments et signaler aux autorités les usages qui déviennent de l'indication autorisée. C'est une obligation légale, pas une option. Or, les documents examinés par la justice montrent que Servier avait une connaissance précise de l'usage massif du Mediator, comme anorexigène non officiel. Des représentants médicaux visitèrent des médecins généralistes et enregistrèrent leurs prescriptions. Les données de vente permettaient de reconstituer le profil réel des patients traités. Le laboratoire savait. Et pendant des années, il a choisi de ne pas transformer ce savoir en obligation de signalement, préférant laisser prospérer un usage hors indication qui multipliait ses revenus bien au-delà de ce que l'indication officielle aurait permis. Voilà ce qu'est le camouflage chimique dans sa forme la plus accomplie. Ce n'est pas seulement une manipulation de formules moléculaires, c'est une architecture de décision superposée, une indication trompeuse, une identité chimique contestée, un silence organisé sur les données de pharmacovigilance, qui a permis à une molécule dangereuse de circuler librement pendant 3 décennies. Et pendant que cette architecture tenait, les valves cardiaques de milliers de patients continuaient à se dégrader silencieusement, sans que personne dans la chaîne de responsabilité ne juge nécessaire de tirer l'alarme. Mais il y avait un fil. Il y a toujours un fil. Et quelqu'un allait finir par le trouver. Pour comprendre comment le Mediator a pu rester sur le marché français pendant 33 ans, malgré les signaux d'alarme qui s'accumulaient, il faut d'abord comprendre ce qu'est Servier. Pas l'image publique, soigneusement entretenue, d'un laboratoire français indépendant au service de la recherche médicale, mais la réalité de sa structure, de son pouvoir et de ses méthodes. Servier est le 2e groupe pharmaceutique français, avec des dizaines de milliers d'employés répartis dans plus de 100 pays. C'est une entreprise qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, qui dépose des centaines de brevets et qui consacre une part significative de ses ressources à entretenir des relations avec le monde médical, académique et politique. Et c'est une entreprise qui, depuis sa fondation, a été construite pour échapper à un certain nombre de contraintes que les autres sociétés cotées en bourse doivent respecter. Jacques Servier a fondé le laboratoire qui porte son nom en 1954 dans la région centre de la France. Médecin de formation, entrepreneur dans l'âme, il a construit son empire avec une vision très particulière de ce que devait être une entreprise pharmaceutique française. Puissante, autonome et protégée des caprices des marchés financiers. Pour atteindre cet objectif, il a fait un choix structurel, radical. Servier n'est pas une société cotée en bourse. Elle est détenue par une fondation, ce qui lui permet d'échapper à la pression des actionnaires trimestriels et de fonctionner selon ses propres règles de gouvernance. En théorie, cette structure garantit l'indépendance scientifique et la vision à long terme. En pratique, elle a aussi permis à l'entreprise de fonctionner dans une opacité financière et décisionnelle que peu d'observateurs extérieurs pouvaient percer. Jacques Servier lui-même était un personnage hors du commun, adulé par ses équipes et redouté par ses adversaires. Il dirigeait son groupe avec une autorité absolue et cultivait des relations au plus haut niveau de l'État français depuis des décennies. Il était décoré, respecté, reçu dans les ministères. Son laboratoire était présenté comme un fleuron de l'industrie française, un exemple de ce que pouvait produire l'entrepreneuriat national quand il était libéré des contraintes boursières et des investisseurs étrangers. Cette image, soigneusement construite et entretenue, a constitué pendant des années un bouclier redoutablement efficace contre les critiques externes. Remettre en question Servier, c'était remettre en question un symbole de la réussite industrielle française.
Et personne, dans les cercles du pouvoir, n'avait vraiment envie de s'y risquer. Le réseau d'influence de Servier dans le monde médical est l'un des aspects les plus troublants du dossier. Comme tous les grands laboratoires pharmaceutiques, Servier finançait des études cliniques, organisait des symposiums, invitait des médecins à des congrès et entretenait des relations étroites avec des experts universitaires qui siégeaient dans les commissions d'évaluation des médicaments. Cette pratique est légale, encadrée et universelle dans l'industrie pharmaceutique. Mais dans le cas du Mediator, elle a pris une dimension particulière. Plusieurs des experts qui auraient dû évaluer indépendamment la sécurité du Benfluorex avaient des liens financiers avec Servier. Ces liens n'étaient pas toujours déclarés avec la transparence qui aurait permis d'en mesurer l'impact réel sur leurs avis scientifiques. Et les avis en question ont systématiquement penché du côté de la prudence réglementaire plutôt que de l'action rapide. Il y a un concept que les juristes et les économistes appellent la capture réglementaire. C'est le phénomène par lequel une agence de régulation censée contrôler une industrie finit par être influencée, consciemment ou non, par les intérêts de cette même industrie. Elle ne devient pas nécessairement corrompue au sens pénal du terme, mais elle intègre progressivement les normes, les priorités et les cadres d'analyse de ceux qu'elle est censée surveiller. Dans le cas du Mediator, plusieurs enquêtes journalistiques et rapports parlementaires ont conclu que quelque chose de cet ordre s'était produit dans les relations entre Servier et l'Agence française du médicament. Pas une corruption franche avec des enveloppes qui changent de main, mais une proximité durable, une culture du dialogue préférentiel et une tendance à accorder au laboratoire le bénéfice du doute que les données scientifiques ne justifiaient plus. Les moyens juridiques dont disposait Servier pour protéger ses intérêts constituaient une autre dimension de sa puissance. Le laboratoire employait des équipes d'avocats spécialisés dans la défense des brevets et dans les contentieux réglementaires, capables d'engager des procédures longues et coûteuses contre quiconque mettait en cause ces produits. Cette capacité de nuisance juridique avait un effet dissuasif considérable sur les chercheurs, les médecins et les journalistes qui auraient voulu s'exprimer publiquement sur les risques du Mediator. Ce n'est pas une hypothèse abstraite. Quand Irène Frachon publiera son livre en 2010, Servier n'attendra pas 24 heures avant d'engager une procédure judiciaire pour faire retirer le sous-titre de l'ouvrage. La vitesse de cette réaction dira tout de l'organisation mise en place pour surveiller et neutraliser les menaces à la réputation du laboratoire. Mais le pouvoir de Servier ne s'exerçait pas seulement par la pression et l'intimidation. Il s'exerçait aussi, et peut-être surtout, par la production d'un discours scientifique alternatif. Quand des études indépendantes commençaient à établir des liens entre le Benfluorex et les lésions cardiaques, Servier finançait et publiait des études qui contredisaient ces conclusions ou qui minimisaient la solidité des données adverses. Cette pratique, connue sous le nom de doute manufacturé, a été documentée dans de nombreux scandales industriels, des cigarettiers américains aux producteurs d'amiante. Elle consiste non pas à nier l'existence d'un problème, ce qui serait trop facile à réfuter, mais à entretenir une controverse scientifique artificielle suffisamment dense pour que les régulateurs justifient leur inaction au nom du principe de prudence inverse. Attendre que là soit certaine avant d'agir. Pendant ce temps, le médicament continue à se vendre, et les ventes du Mediator étaient considérables. Au pic de sa commercialisation, le médicament représentait plusieurs centaines de millions de francs, puis d'euros de chiffre d'affaires annuel pour Servier. C'était un produit rentable, bien ancré dans les habitudes de prescription de dizaines de milliers de médecins généralistes. Remboursé sans difficulté par la sécurité sociale et protégé par une image de médicament doux et bien toléré que des années de communication médicale avaient contribué à construire. Retirer le Mediator du marché, c'était donc renoncer à une source de revenus majeure, admettre publiquement que des signaux d'alarme avaient été ignorés et s'exposer à des poursuites judiciaires dont personne, au sein du laboratoire, ne pouvait encore mesurer l'ampleur. Le calcul économique était simple, même s'il était moralement insupportable. Et pendant des années, ce calcul a prévalu sur tout le reste. Il y a des moments dans l'histoire où tout bascule, non pas à cause d'une institution, d'un gouvernement ou d'une commission d'enquête, mais à cause d'une seule personne qui décide de ne pas regarder ailleurs. Irène Frachon est pneumologue au centre hospitalier universitaire de Brest. Elle n'est pas cardiologue, elle n'est pas pharmacologue, elle n'est pas épidémiologiste. Elle soigne des poumons.
Et c'est précisément parce qu'elle soigne des poumons qu'elle a vu ce que les autres ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Parce que l'hypertension artérielle pulmonaire, l'une des complications les plus graves du Mediator, c'est une maladie des poumons autant que du cœur. Et dans son service, des patients qu'elle ne s'expliquait pas commençaient à apparaître. Nous sommes en 2006-2007. Irène Frachon reçoit des femmes d'âge moyen, sans facteur de risque cardiovasculaire majeur, sans antécédents pulmonaires significatifs, qui présentent des valvulopathies cardiaques sévères et des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Des cas isolés, d'abord, puis plusieurs, puis suffisamment pour qu'une question s'impose, obstinément, à l'esprit d'une médecin formée à chercher des causes là où d'autres voient des coïncidences. Ces femmes avaient-elles quelque chose en commun ? Elles commencent à interroger ces patients de façon systématique, à éplucher leurs dossiers, à chercher le fil qui relie des tableaux cliniques que rien, en apparence, ne devrait relier. Et ce fil, elle finit par le trouver. Toutes, ou presque, avaient pris du Mediator. Ce qui distingue Irène Frachon des nombreux médecins qui avaient peut-être fait des observations similaires sans les pousser plus loin, c'est ce qu'elle fait ensuite. Elle ne classe pas le dossier. Elle ne se dit pas que la coïncidence est peut-être fortuite, que la littérature scientifique n'est pas encore suffisamment claire, que ce n'est pas son rôle de remettre en cause un médicament commercialisé depuis 3 décennies. Elle fait exactement le contraire. Elle contacte des collègues cardiologues, elle épluche les études disponibles sur le benfluorex et sur les fenfluramines. Elle remonte la bibliographie internationale et elle commence à construire un dossier scientifique avec la rigueur d'une chercheuse et l'obstination de quelqu'un qui a regardé dans les yeux des patients dont la vie a été brisée par quelque chose qui aurait pu être évité. Elle monte alors une étude cas témoins, en collaboration avec des équipes du Centre hospitalier universitaire de Brest et avec le soutien de quelques collègues qui partagent ses doutes. Le principe est simple. Comparer des patients atteints de valvulopathie inexpliquée avec des patients sans cette pathologie et regarder si la prise de Mediator est significativement plus fréquente dans le premier groupe. Les résultats sont sans ambiguïté. Les patients atteints de valvulopathie avaient été exposés au Mediator dans une proportion très largement supérieure à celle du groupe témoin. Le lien statistique est solide, reproductible, difficile à réfuter. Irène Frachon tient la preuve que des années de pharmacovigilance officielle n'avaient pas su ou voulu produire, et elle décide de la rendre publique. Mais avant la publication, il y a les démarches officielles. Irène Frachon et ses collègues alertent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, dès 2007. Ils transmettent leurs données, expliquent leur méthodologie, demandent une évaluation urgente. La réponse institutionnelle est lente, prudente, noyée dans les procédures. On leur demande de compléter leur dossier, d'attendre les conclusions d'une commission, de laisser les experts mandatés faire leur travail. Pendant ce temps, le Mediator continue à être prescrit, continue à être remboursé, continue à endommager des cœurs. Irène Frachon comprend alors que les voies officielles ne suffiront pas, ou pas assez vite, et elle commence à réfléchir à une autre façon de faire entendre ce qu'elle sait. La résistance qu'elle rencontre ne vient pas seulement des institutions. Elle vient aussi, parfois, de son propre milieu professionnel. Remettre en cause un médicament prescrit par des millions de médecins depuis 30 ans, c'est implicitement remettre en cause leurs décisions thérapeutiques. C'est suggérer que quelque chose d'aussi banal qu'une ordonnance de médecin généraliste a pu causer la mort de patients. Cette idée est difficile à accepter pour une profession qui fonde son identité sur le principe primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Certains collègues lui conseillent la prudence, lui suggèrent que ces données sont peut-être incomplètes, que les conclusions sont peut-être trop hâtives. D'autres l'encouragent en privé, mais gardent le silence en public. Irène Frachon avance avec ceux qui restent et continue sans ceux qui s'arrêtent. En parallèle, Servier commence à réagir. Le laboratoire est informé des travaux d'Irène Frachon et de ses demandes auprès de l'AFSAPS. Des représentants du groupe prennent contact avec des membres de son équipe. Des questions sont posées sur la méthodologie de son étude. Des doutes sont semés sur la solidité statistique de ses conclusions. Ce n'est pas encore une confrontation ouverte, mais c'est déjà une pression. Irène Frachon ne cède pas.
Elle continue à affiner son dossier, à chercher des alliés scientifiques et à préparer ce qui deviendra l'étude publiée dans une revue médicale internationale en 2010, qui rendra l'affaire impossible à ignorer pour les autorités françaises et mondiales. Ce qu'il faut comprendre sur Irène Frachon, c'est que son courage n'était pas le courage spectaculaire de ceux qui savent qu'ils vont gagner. C'était le courage infiniment plus difficile de ceux qui n'en sont pas sûrs. Elle savait qu'elle s'attaquait à l'un des laboratoires les plus puissants de France, avec ses équipes d'avocats, ses réseaux d'influence et ses ressources quasi illimitées. Elle savait que sa carrière pouvait en souffrir, que sa réputation scientifique pouvait être mise en cause, que ses données pouvaient être contestées pendant des années avant d'être reconnues. Elle savait tout cela et elle a continué quand même. Parce que dans son service, il y avait des femmes avec des valves cardiaques irréparablement abîmées. Et que quelqu'un devait leur répondre pourquoi. En 2009, la FSSAPS suspend enfin l'autorisation de mise sur le marché du Mediator. La décision intervient après des années de signalements, de rapports et de pression scientifique dont Irène Frachon a été l'un des moteurs essentiels. Mais la suspension n'est pas encore le scandale. Le scandale commence quand les chiffres des victimes potentielles commencent à circuler, quand les médias s'emparent de l'affaire et quand une pneumologue de Brest décide d'écrire un livre pour raconter ce qu'elle a vu et ce qu'elle a vécu. Ce livre va changer l'histoire de cette affaire de façon irréversible. Mais avant d'en parler, il faut comprendre comment les gardiens officiels de la sécurité des médicaments ont pu laisser tout cela se produire pendant aussi longtemps. Il existe un contrat implicite entre l'État et ses citoyens en matière de santé publique. Ce contrat dit ceci. Quand un médicament est autorisé, remboursé et prescrit par un médecin, tu peux lui faire confiance. Pas une confiance aveugle, pas une certitude absolue, mais une confiance raisonnable, fondée sur le fait que des experts indépendants ont examiné les données, évalué les risques et conclu que les bénéfices l'emportaient sur les dangers. Ce contrat est la pierre angulaire de tout système de santé moderne. Et dans l'affaire du Mediator, ce contrat a été rompu. La question qui s'impose alors est brutale et nécessaire. Par qui, exactement, et depuis quand ? L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, connue sous le nom d'AFSAPS, était l'institution chargée d'évaluer et de surveiller les médicaments commercialisés en France. Elle a été remplacée depuis par l'Agence nationale de sécurité du médicament, en partie à la suite des enseignements tirés du scandale du Mediator. Mais pendant les années où le Benfluorex circulait librement dans les pharmacies françaises, c'est l'AFSSAPS qui tenait le rôle de gardienne. Elle recevait les données de pharmacovigilance, elle évaluait les signaux d'alerte, elle avait le pouvoir de suspendre ou de retirer les autorisations de mise sur le marché. Et les documents qui ont émergé pendant l'instruction judiciaire montrent qu'elle avait reçu des signaux concernant le Mediator, bien avant que le médicament soit finalement retiré en 2009. Le premier signal documenté remonte aux années 90. Des cas de valvulopathie associés à la prise de Benfluorex avaient été signalés à travers le système de pharmacovigilance régionale. Ces signaux n'étaient pas massifs, pas encore statistiquement écrasants, mais ils existaient. Ils auraient dû déclencher une évaluation approfondie, une demande de données complémentaires au laboratoire, une révision de l'autorisation de mise sur le marché. À la place, ils ont été traités avec une lenteur et une légèreté qui, rétrospectivement, sont difficiles à justifier. Les commissions compétentes se sont réunies, ont examiné les dossiers disponibles et ont conclu qu'il n'y avait pas lieu d'agir de façon urgente. Le Mediator a continué à être vendu et les années ont passé. Ce qui rend cette histoire particulièrement difficile à digérer, c'est que le contexte international rendait l'inaction française encore moins défendable. En 1997, le retrait mondial des fenfluramines avait envoyé un signal d'alarme clair à toutes les agences de régulation du monde entier. Le mécanisme par lequel ces molécules endommagent le cœur était désormais documenté dans la littérature scientifique internationale. Plusieurs pays avaient choisi, par précaution, d'examiner l'ensemble des médicaments appartenant à des familles chimiques proches. L'Espagne avait retiré le Mediator dès 1998, considérant que le risque était suffisant pour justifier cette décision. L'AFSAPS, elle, a choisi d'accepter l'argumentation de Servier, selon laquelle le Benfluorex était une molécule distincte, non concernée par les retraits internationaux.
Cette décision n'était pas anodine. Elle allait coûter des années et des vies. Le fonctionnement interne des commissions d'évaluation de l'AFSAPS constitue un autre chapitre troublant de cette histoire. Ces commissions réunissaient des experts médicaux et scientifiques censés évaluer indépendamment les données soumises par les laboratoires. Mais la notion d'indépendance était fragilisée par un phénomène bien connu dans le monde de la régulation pharmaceutique, les conflits d'intérêts. Plusieurs membres des commissions qui évaluaient les médicaments de Servier avaient des liens financiers avec le laboratoire, sous forme de financement de recherche, de contrats de conseil ou d'invitations à des congrès. Ces liens n'étaient pas toujours déclarés de façon transparente. Et quand ils l'étaient, les procédures de gestion des conflits d'intérêts n'étaient pas appliquées avec la rigueur qui aurait été nécessaire. Le résultat était un système dans lequel certains des juges étaient aussi, d'une façon ou d'une autre, des partenaires de l'accusé. Un rapport parlementaire publié après le scandale a mis en lumière un chiffre qui résume à lui seul l'ampleur du problème. Sur les membres des commissions de l'AFSSAPS qui avaient évalué le Mediator à différentes étapes de son existence sur le marché, une proportion significative avait déclaré des liens avec Servier. Ce n'était pas une exception, c'était une règle systémique. L'industrie pharmaceutique finance massivement la recherche médicale, organise les formations continues des médecins et entretient des relations étroites avec les experts universitaires qui peuplent les commissions de régulation. Ce modèle existe dans tous les pays développés et fait l'objet de débats constants sur la façon de le réformer sans paralyser l'innovation. Mais dans le cas du Mediator, il a produit des résultats concrets et mesurables. Des décisions retardées, des signaux minimisés et des années de commercialisation supplémentaires pour un produit dont la dangerosité était de plus en plus difficile à contester. Il serait trop simple, cependant, de résumer cette histoire à une corruption organisée. La réalité est plus complexe et, d'une certaine façon, plus inquiétante. La plupart des personnes impliquées dans les décisions de l'AFSAPS concernant le Mediator n'ont probablement pas agi de façon délibérément malveillante. Elles ont appliqué les procédures en vigueur, évalué les données disponibles selon les cadres analytiques qui leur avaient été enseignés, et pris des décisions qui leur semblaient défendables dans le contexte de l'époque. C'est précisément ce que les criminologues appellent la banalité du mal institutionnel. Non pas des monstres qui savent qu'ils font le mal, mais des fonctionnaires et des experts qui font ce que le système attend d'eux, sans jamais s'arrêter pour regarder l'ensemble du tableau et mesurer les conséquences réelles de leur inaction collective. Les victimes du Mediator, elles, ne bénéficiaient d'aucune de ces nuances. Pour une femme de 50 ans dont les valves cardiaques avaient été irrémédiablement abîmées par des années de traitement. La question de savoir si la FSSAPS avait agi par négligence systémique ou par complicité active ne changeait pas grand-chose à sa situation clinique. Ce qui comptait pour elle, c'est que le système censé la protéger avait failli et que ce système avait eu, à plusieurs reprises, les informations nécessaires pour agir différemment. Les signaux d'alarme étaient là. Les données étaient disponibles. Les précédents internationaux étaient documentés. Et pourtant, pendant des années, la machine réglementaire a continué à tourner au ralenti, produisant des réunions, des rapports et des conclusions qui laissaient le Mediator sur les étagères des pharmacies françaises. Ce n'est qu'en 2009, sous la pression conjuguée des travaux d'Irène Frachon et d'une mobilisation scientifique qui n'était plus possible à ignorer, que la FSSAPS a finalement suspendu l'autorisation du médicament, 33 ans après sa mise sur le marché. Et pour des milliers de patients, beaucoup trop tard. Il y a des moments où un titre de livre devient une déclaration de guerre. En juin 2010, Irène Frachon publie chez Dialogue, une petite maison d'édition bretonne, un ouvrage intitulé Mediator. Combien de morts ? Le point d'interrogation à la fin du titre est presque une formalité rhétorique. La pneumologue de Brest sait déjà ce que ces données lui disent. Elle sait que le nombre est élevé, qu'il est évitable et qu'il est le résultat direct d'une chaîne de décisions que quelqu'un, quelque part, aurait dû interrompre bien plus tôt. Le livre est écrit dans un langage accessible, sans jargon médical excessif, avec la clarté de quelqu'un qui veut être compris par le plus grand nombre. Et il est dévastateur. En 48 heures, Servier dépose une requête en référé devant le tribunal de grande instance de Brest.
La demande du laboratoire est précise et révélatrice. Servier ne demande pas l'interdiction du livre dans son ensemble. Il demande le retrait du sous-titre, au motif que la formulation combien de morts constituerait une affirmation diffamatoire non étayée par des preuves suffisantes au moment de la publication. Sur le plan strictement juridique, la demande s'appuie sur une réalité. À l'été 2010, aucune étude épidémiologique définitive n'avait encore établi avec une précision absolue le nombre de décès imputables au Mediator en France. Les estimations existaient. Elles étaient sérieuses et documentées. Mais elles comportèrent des intervalles de confiance que Servier entendait exploiter pour faire censurer la question elle-même. Le tribunal de Brest accède partiellement à cette demande et ordonne le retrait du sous-titre. Le livre doit être réimprimé avec un titre tronqué. Mais quelque chose d'inattendu se produit alors. La décision de justice, au lieu d'étouffer l'affaire, lui donne une résonance nationale qu'elle n'aurait peut-être jamais atteinte autrement. Les médias s'emparent de la censure judiciaire avec une intensité que le livre seul n'aurait pas nécessairement provoquée. Le fait qu'un laboratoire pharmaceutique ait obtenu en référé le retrait d'un titre posant une question sur ses victimes potentielles devient lui-même le symbole de tout ce que le scandale incarne. La puissance d'un grand groupe industriel capable d'utiliser les instruments du droit pour faire taire ceux qui posent des questions gênantes. Irène Frachon devient du jour au lendemain une figure nationale. Son nom est associé à une cause, et la question « Combien de morts ?», censurée sur la couverture du livre, est désormais répétée par des millions de Français. La réaction de Servier est un cas d'école de ce que les stratèges de communication appellent l'effet Streisand. Ce phénomène, bien documenté à l'ère d'Internet, décrit la façon dont une tentative de censure ou de suppression d'une information produit l'effet inverse de celui recherché, en attirant sur cette information une attention infiniment supérieure à celle qu'elle aurait reçue sans intervention. En cherchant à faire disparaître 4 mots d'un sous-titre, Servier a transformé ces 4 mots en slogan national. La presse, la télévision, la radio s'emparent de l'affaire. Des journalistes d'investigation commencent à creuser. Des parlementaires demandent des comptes. Et l'AFSAPS, dont la suspension du Mediator en 2009 n'avait pas encore provoqué de débat public majeur, se retrouve soudainement sous une lumière très inconfortable. Dans les mois qui suivent la publication du livre, une vague de plaintes judiciaires commence à se constituer. Des associations de victimes se forment, regroupant des patients et des familles de patients décédés qui reconnaissent dans le récit d'Irène Frachon l'histoire de leur propre maladie ou du deuil qui a marqué leur vie. Ces associations jouent un rôle crucial dans la phase judiciaire qui va suivre. Elles organisent la collecte de témoignages, aident les victimes à constituer des dossiers médicaux et financent alors les expertises nécessaires pour établir le lien entre la prise de Mediator et les pathologies cardiaques diagnostiquées. Sans elles, beaucoup de victimes potentielles n'auraient jamais eu les ressources ni les connaissances nécessaires pour s'engager dans un contentieux face à un adversaire aussi bien armé juridiquement que Servier. En parallèle, une instruction pénale est ouverte. Les juges d'instruction chargés du dossier vont passer plusieurs années à éplucher les archives internes de Servier, à auditionner des dizaines de témoins et à reconstituer la chronologie des décisions prises au sein du laboratoire depuis les premières alertes des années 90 jusqu'au retrait du médicament en 2009. Ces investigations vont révéler des documents internes particulièrement compromettants. Des notes de réunion qui montrent que des cadres du laboratoire étaient informés des risques cardiaques du benfluorex. Des rapports d'études qui avaient été reçus et classés sans générer de signalement aux autorités sanitaires. Et des stratégies de communication clairement orientées vers la minimisation des données défavorables plutôt que vers leur transmission transparente aux régulateurs. Mais la bataille judiciaire ne se déroule pas seulement dans les cabinets des juges d'instruction. Elle se joue aussi simultanément devant les juridictions civiles, où des milliers de victimes cherchent à obtenir une réparation financière pour les préjudices subis. Servier adopte dans ses procédures une stratégie de défense qui consiste à contester systématiquement le lien de causalité entre la prise de Mediator et les pathologies cardiaques développées par les plaignants. Pour chaque dossier, le laboratoire mandate ses propres experts pour produire des contre-expertises, conteste les méthodologies utilisées par les experts des victimes et multiplie les procédures incidentes pour allonger les délais et épuiser les ressources des parties adverses. Cette stratégie d'usure judiciaire est légale.
mais elle est moralement insupportable pour des patients qui attendent une reconnaissance de leurs préjudices depuis parfois une décennie. Irène Frachon continue pendant toute cette période à s'exprimer publiquement, à témoigner, à refuser le silence que Servier aurait voulu lui imposer. Elle reçoit des prix, des distinctions et une reconnaissance publique qui contraste violemment avec les tentatives d'intimidation qu'elle a subies dans les premières années de son enquête. Mais elle répète inlassablement que sa victoire personnelle n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les victimes qui n'ont pas encore obtenu justice. Le sujet, c'est le système qui a permis tout cela et qui, sans réforme profonde, pourrait permettre que cela se reproduise. Et le sujet, c'est un procès pénal qui tarde à s'ouvrir, qui sera sans cesse repoussé et qui finira par constituer le rendez-vous le plus important de cette affaire. Parce qu'un procès pénal ne parle pas seulement d'argent, il parle de responsabilité et de vérité. Le 23 septembre 2019, les portes de la 10e chambre correctionnelle du tribunal de Paris s'ouvrent sur le procès pénal le plus complexe de l'histoire sanitaire française. 9 ans après la publication du livre d'Irène Frachon, 10 ans après le retrait du Mediator du marché, et plus de 40 ans après la mise sur le marché du Benfluorex, la justice française va enfin tenter de répondre à la question que des milliers de victimes portaient depuis des années comme une blessure ouverte. Qui est responsable et de quoi exactement? Le procès doit durer plusieurs mois. Il réunit des centaines de parties civiles, des dizaines d'avocats, des experts de toutes disciplines. Et en face, le laboratoire Servier accompagné de l'ancienne agence du médicament, également mise en cause pour sa gestion du dossier. La salle d'audience ne sera jamais assez grande pour contenir tout ce que cette affaire représente. Les chefs d'accusation retenus contre Servier sont multiples et graves. Tromperie aggravée, pour avoir commercialisé un médicament en dissimulant ou en minimisant ses effets indésirables connus. Homicide et blessures involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Ces qualifications pénales sont importantes parce qu'elles impliquent une notion que le droit civil n'exige pas nécessairement, la conscience du risque. Pour que la tromperie soit aggravée, il faut démontrer non seulement que le danger existait, mais que des personnes au sein du laboratoire en avaient connaissance et ont choisi de ne pas agir en conséquence. C'est ce que l'accusation va s'employer à prouver pendant des semaines, à travers des milliers de documents internes, de notes de réunion, d'échanges de courriers entre cadres du groupe et responsables réglementaires. Les audiences sont d'une intensité rare. Des femmes viennent à la barre raconter comment leur vie a basculé après des années de traitement au médiateur. Elles décrivent l'opération à cœur ouvert, subie à 50 ans, pour remplacer une valve détruite. La fatigue chronique qui ne les a plus jamais quittés. Les projets abandonnés, les emplois perdus, les deuils de vitalité que rien ne répare vraiment. Certaines témoignent pour une mère ou une sœur qui n'est plus là pour le faire elle-même. Ces témoignages ne sont pas des pièces à conviction au sens juridique strict, mais ils remplissent à la salle d'une réalité que les expertises biochimiques et les tableaux statistiques ne peuvent pas seuls transmettre. Ils rappellent à chacun dans cette salle que derrière chaque dossier numéroté, il y a une personne dont l'existence a été altérée de façon irréversible par un comprimé prescrit en toute confiance. La défense de Servier repose sur plusieurs axes argumentatifs développés avec la sophistication qu'on peut attendre d'une équipe de dizaines d'avocats préparés depuis des années à ce moment. Le premier axe consiste à contester la causalité. Il n'est pas possible, soutient la défense, d'établir avec une certitude scientifique absolue que telle valvulopathie chez tel patient est directement et exclusivement imputable à la prise de Benfluorex, plutôt qu'à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Cette argumentation est techniquement recevable dans sa formulation la plus étroite, mais elle se heurte à la masse des données épidémiologiques accumulées depuis les travaux d'Irène Frachon, qui établissent un lien statistique solide entre exposition au Mediator et survenue des pathologies cardiaques concernées. Le deuxième axe consiste à plaider que le laboratoire a agi selon les normes réglementaires en vigueur à l'époque, en transmettant aux autorités les données qu'il était tenu de transmettre. Cette ligne de défense est fragilisée par les documents internes qui montrent que la transmission de certaines informations défavorables avait été retardée ou incomplète. L'ancienne agence du médicament, l'AFSSAPS, est elle aussi sur le banc des prévenus, représentée par son successeur institutionnel. Sa présence dans le box de l'accusation
est symboliquement essentielle, parce qu'elle reconnaît publiquement que la défaillance ne venait pas seulement d'un acteur privé animé par le profit, mais aussi des institutions publiques censées le contrôler. Les avocats de l'agence plaident eux aussi les contraintes de l'époque, les ressources limitées, les procédures respectées. Mais là encore, les documents révèlent que des alertes avaient été reçues et traitées avec une lenteur qui ne s'explique pas uniquement par des contraintes organisationnelles. La question des conflits d'intérêts au sein des commissions d'évaluation revient régulièrement dans les débats, soulevée par les parties civiles avec une précision documentaire que les prévenus ont du mal à contrer. Le déroulé du procès réserve plusieurs moments de tension extrême. L'un des plus marquants survient lors de la présentation des documents internes de Servier, datant des années 90 et 2000, qui montrent que des cadres du laboratoire avaient eu connaissance d'études signalant des risques cardiaques liés au benfluorex, et que des décisions avaient été prises pour gérer la communication autour de ces données plutôt que pour les signaler spontanément aux autorités. Ces documents ne prouvent-ils pas nécessairement une intention criminelle au sens le plus strict du terme pénal français, mais ils dessinent un tableau d'une institution qui a systématiquement choisi la protection de ses intérêts commerciaux sur la transparence à l'égard des régulateurs et des patients. C'est ce tableau que le tribunal va devoir peser au moment de rendre sa décision. Le verdict tombe en mars 2021, après plusieurs mois de délibéré. Servier est reconnu coupable de tromperie aggravée. L'amende prononcée s'élève à 188 millions d'euros, ce qui constitue à l'époque la plus lourde amende pénale jamais infligée à une entreprise pharmaceutique en France. Des dommages et intérêts substantiels sont également accordés aux victimes et à leurs ayants droit. L'ancienne agence du médicament est elle aussi reconnue coupable de tromperie aggravée dans le cadre de ses missions de contrôle. La décision est historique dans sa portée symbolique autant que dans ses chiffres. Elle dit que le système a failli, que des responsabilités existent et que la justice française est capable, même avec un retard considérable, de nommer ce qui s'est passé. Mais la condamnation laisse un goût amer que beaucoup de victimes expriment sans détour. 180 millions d'euros pour un groupe dont le chiffre d'affaires annuel se compte en milliards. Une amende qui représente, rapportée aux bénéfices générés par le Mediator pendant 33 ans de commercialisation, une fraction marginale du profit réalisé. Aucune peine d'emprisonnement, parce que les faits sont qualifiés d'involontaires dans leur dimension la plus grave et parce que les personnes physiques susceptibles d'être mises en cause personnellement ont pour la plupart disparu ou sont à l'abri de toute poursuite individuelle effective. Le laboratoire fait appel de la décision, prolongeant encore l'incertitude juridique pour des victimes qui attendent depuis des années une réparation concrète et définitive. Le procès du siècle s'est tenu. La question de savoir si la justice rendue était à la hauteur du tort causé reste pour beaucoup sans réponse satisfaisante. 2000 morts, 180 millions d'euros. Pose ces deux chiffres l'un à côté de l'autre et laisse-les exister ensemble un instant. 2000 vies humaines avec leurs histoires, leurs familles, leurs projets interrompus, leur deuil impossible à quantifier. Et en face, une amende qui représente, selon les estimations les plus prudentes, une fraction minuscule des bénéfices générés par le Mediator pendant 33 ans de commercialisation. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style destinée à provoquer une réaction émotionnelle. C'est une arithmétique réelle, froide et vérifiable, qui dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont notre système économique et juridique évalue la vie humaine quand elle entre en collision avec les intérêts d'une grande entreprise. Le calcul était simple, et il a été fait. La question qui s'impose après avoir traversé toute cette histoire est celle-ci. Qu'est-ce qui a changé ? La réponse honnête est nuancée, et cette nuance elle-même est révélatrice. Du côté des réformes institutionnelles, le scandale du Mediator a effectivement produit des transformations réelles. L'AFSAPS a été dissoute et remplacée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, dotée de procédures renforcées en matière de gestion des conflits d'intérêts et de transparence des évaluations. La loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, adoptée en 2011, a introduit des obligations nouvelles de déclaration pour les médecins et les experts qui reçoivent des financements de l'industrie pharmaceutique. Un site public permet désormais à tout citoyen de vérifier les liens financiers
entre les professionnels de santé et les laboratoires. Ces avancées sont réelles et ne doivent pas être minimisées. Mais les réformes ont aussi leurs limites, et ces limites sont importantes à nommer. La transparence sur les conflits d'intérêts est une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir l'indépendance des évaluations scientifiques. Déclarer un lien financier avec un laboratoire ne résout pas le problème si la personne qui déclare ce lien continue ensuite à siéger dans la commission qui évalue les produits de ce laboratoire. Les procédures de gestion des conflits d'intérêts restent inégalement appliquées selon les institutions et selon les enjeux en présence. Et les ressources allouées à la pharmacovigilance, c'est-à-dire à la surveillance continue des médicaments, une fois qu'ils sont sur le marché, restent insuffisantes au regard de la complexité et du volume des données à traiter. Le système a été réparé à certains endroits. Il reste fragile à d'autres. Du côté de Servier, l'après-procès est aussi riche d'enseignements. Le laboratoire a fait appel du jugement de 2021, une démarche légale, mais qui prolonge l'incertitude pour des victimes dont beaucoup sont âgées, malades, et qui voient le temps compter contre elles dans leur attente d'une réparation définitive. En parallèle, Servier a mis en place un fonds d'indemnisation amiable pour les victimes qui souhaitent éviter le contentieux judiciaire. Un mécanisme qui a permis à un certain nombre d'entre elles d'obtenir une compensation financière plus rapide, mais qui a aussi été critiqué pour les montants proposés et pour les conditions imposées aux bénéficiaires. Le laboratoire continue par ailleurs à fonctionner, à vendre ses autres médicaments et à présenter une image publique de laboratoire responsable et innovant. Jacques Servier est décédé en 2014, avant que le procès pénal ne s'ouvre, emportant avec lui la connaissance précise de certaines décisions qui n'ont jamais pu être élucidées devant un tribunal. Il y a quelque chose de structurellement important dans ce que l'affaire du Mediator révèle sur le rapport entre l'industrie pharmaceutique et les sociétés contemporaines. Les médicaments sont des produits d'une radicalement différente des autres biens de consommation. Quand tu achètes une voiture défectueuse, tu peux décider de ne plus l'utiliser. Quand tu prends un médicament prescrit par ton médecin, tu fais une confiance totale à une chaîne d'acteurs. Le laboratoire, l'agence de régulation, le prescripteur, dont tu n'as aucun moyen de vérifier l'intégrité par toi-même. Cette asymétrie d'information radicale place les patients dans une position de vulnérabilité structurelle que le droit et les institutions sont censés compenser. Le scandale du Mediator montre que cette compensation peut échouer, et qu'elle peut échouer pendant très longtemps, à grande échelle, avec des conséquences mortelles, sans que personne dans la chaîne ne soit jamais véritablement contraint de s'arrêter. La figure d'Irène Frachon dans ce récit mérite qu'on s'y attarde une dernière fois, non pas pour en faire un mythe, mais pour comprendre ce qu'elle dit du système. Le fait qu'une seule médecin de province, sans mandat institutionnel particulier, sans budget de recherche dédié à cette enquête, sans réseau politique ou médiatique constitué, ait été capable de faire ce que des agences entières dotées de ressources considérables n'avaient pas fait ou n'avaient pas voulu faire, est à la fois une leçon d'espoir et un constat accablant. Espoir, parce que cela prouve qu'un individu déterminé peut encore faire bouger des structures qui semblent inamovibles. Accablant, parce que cela signifie que la protection des patients ne devrait pas dépendre de l'existence providentielle d'un lanceur d'alerte. Elle devrait être garantie par des institutions qui fonctionnent, des procédures qui s'appliquent et une culture réglementaire qui place la sécurité des patients au-dessus de toute autre considération. La question que pose l'affaire du Mediator pour aujourd'hui et pour demain n'est pas une question du passé. Dans les laboratoires pharmaceutiques du monde entier, des molécules sont en ce moment évaluées, approuvées, commercialisées. Des experts siègent dans des commissions avec des liens financiers déclarés ou non déclarés avec les industries qu'ils évaluent. Des signaux de pharmacovigilance sont reçus, traités, classés ou transmis selon des procédures que le grand public ne peut pas contrôler directement. Des calculs sont faits, pas toujours sur du papier, pas toujours consciemment, entre le coût d'une action préventive et le bénéfice d'une commercialisation maintenue. Ces calculs ne sont pas tous illégitimes, mais certains d'entre eux, dans certaines conditions, produisent des résultats que personne ne devrait accepter. Et la seule façon de s'en protéger collectivement, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé. 2000 morts, 180 millions d'euros, 33 ans. Ces chiffres ne sont pas des statistiques abstraites. Ce sont les coordonnées d'une catastrophe annoncée, documentée et malgré tout advenue. Irène Frachon a dit un jour que ce qui l'avait le plus frappé dans cette affaire,
Ce n'était pas la malveillance de quelques individus, c'était la normalité de tout le reste. La normalité des réunions, des procédures, des rapports, des décisions prises dans le respect apparent des règles en vigueur. C'est dans cette normalité que réside le véritable vertige de l'affaire du Mediator. Parce qu'une catastrophe provoquée par des monstres est rassurante, d'une certaine façon. Elle permet de croire que les monstres identifiés et punis, tout redevient sûr. Une catastrophe produite par un système ordinaire, elle, ne disparaît pas avec une condamnation. Elle attend, patiente et silencieuse, la prochaine fois où quelqu'un fera le même calcul simple. Et personne, cette fois, ne devrait avoir à attendre qu'une pneumologue de Brest tire seule le fil pour que la vérité finisse par apparaître.